En Lim, hein, il vous donne la main il vous donne des gages sur la réforme des retraites, mais derrière, il va falloir délivrer, trouver des milliards pour compenser tout ce que cela va coûter dans les 2 prochaines années, finalement. Oui, mais là, il y a 2 débats, c'est pas les mêmes caisses. Si on parle des retraites, il faut que dans la conférence sociale, les partenaires accouchent de propositions sérieuses et chiffrées. Car conférence sociale, il y aura, oui, faites bien de le rappeler, effectivement, sur les retraites et sur le travail. Voilà. Donc ça, c'est la première caisse, parce que les recettes sont affectées quand même à la sécurité sociale. C'est pas la même caisse que l'État. Il y a des jeux de vases communicants, vous savez, qui sont opérés. Si on parle viabilité du système, on parle d'étanchéité des caisses. Hein. La CSG ne finance que le minimum. Rappelez-vous du débat autour de la GIR-Carco il y a quelques années, qui n'est pas si vieux. L'étanchéité des caisses, ça demandait, je veux bien, mais enfin, vous savez. Sur les retraites... Oui, le GIR-Carco a su rappeler à l'État que les caisses de la GIR-Carco, c'est... Exactement. Oui, mais le régime par répartition, je vous assure que les caisses sont étanches. Donc, c'est bien pour ça que se pose un problème de financement. La revalo du régime général, elle est décidée à l'Assemblée nationale, mais c'est intéressant ce que... Oui, mais c'est l'ONDAM, c'est les dépenses d'assurance maladie, vous confondez tout. Il y a l'assurance maladie d'un côté, les dépenses universelles, il y a les dépenses universelles et les dépenses dont les droits sont ouverts par la durée au travail. Et c'est le cas pour les retraites, et c'est pour ça que les partenaires sociaux ont la main. Et donc là, il y aura sans doute un vrai débat, enfin, sur la bonne réforme à adopter. Alors ensuite... entre les partenaires sociaux, vous voulez dire ? Oui, c'est le but. Est-ce que vous croyez que les partenaires sociaux vont aboutir sur des consensus sur ces questions sur lesquelles ils n'ont pas réussi à aboutir pendant des années ? Non, mais ils auront fait avancer au moins un rapport de force qui permettra en 2027 de reposer les termes du problème au moment de la présidentielle. Il a dit dans une interview cette semaine que finalement ils n'étaient pas si loin que ça, et j'ai cru entendre dans sa demi-confession que de repartir sur une discussion compte tenu du fait qu'il devait adapter son logiciel. La France est quand même dans un état de négociation politique assez pitoyable, et qu'ils pourraient revoir leurs responsabilités et arriver à trouver des terrains d'entente qui permettraient d'envoyer un signal comme quoi la démocratie sociale se met aussi à un an. Enfin, je vous entends, mais à un an du début d'une campagne présidentielle qui s'annonce haute en couleurs, et c'est un euphémisme, est-ce que vous pensez que les partenaires sociaux vont avoir la possibilité de discuter sereinement finalement sur ce sujet? Ils ont la possibilité d'influencer le débat présidentiel. Trouver un consensus alors qu'on va entrer en campagne électorale. Enfin, on est déjà d'une certaine façon. Puisque vous parlez des thématiques de 2027, dans les forces politiques qui vont se présenter, il y a un grand sujet qui est travaillé depuis quelques mois, voire quelques années. Vous vous rappelez du bouquin de Fouché qu'on avait tous beaucoup commenté. La thématique du travail devrait être centrale en 2027, entre autres. Il faut sortir de cette espèce de piège des trappes à bas salaire où personne n'est satisfait, les gens ont l'impression d'être coincés, la mobilité professionnelle n'existe plus, les entrepreneurs vous disent on est perclus de charges, quand on augmente 100 balles, on paye 300 balles ou 400 balles à la fin. Mais on en parlait déjà dans la campagne de 2020 de ces questions. Ça sert à ça, une campagne présidentielle. On en parlait déjà en 2022, c'était déjà des thèmes sur la table, même en 2017. Non, en 2022, on n'a pas eu de campagne, on a eu Jupiter qui est arrivé et qui nous a dit je suis tort avec mon bouclier, ma grosse cape, et élisez-moi, je serai le chef de guerre qui protégera les Français. Il n'y a pas eu de campagne, et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, et c'est sans doute un peu pour ça qu'on en est là aujourd'hui. En 2027, la thématique du travail devrait revenir au centre. Vous avez vu, il a quand même dit il faut décentraliser, il faut retravailler sur l'attractivité, il faut redéfinir les métiers, la pénibilité doit être remise au centre des débats. On a trop d'emplois de services qui rapportent peu, il faut réindustrialiser. Ça, ce sont des thèmes de campagne. Ce sont des thèmes de campagne, c'est pas mal. Ça va être un thème central de 2027. Ce qui est intéressant, c'est de voir rétrospectivement que 10 ans plus tôt, on aura eu un jeune ministre de l'économie qui faisait campagne présidentielle, Emmanuel Macron, qui se fait élire avec au cœur de son programme une réforme des retraites par points, avec cette explication très simple qu'il égrenait un peu comme un slogan, 1 euro cotisé vaut les mêmes droits pour tous. Et à l'époque, le seul syndicat qui a acheté cette phrase et qui a acheté ce système à points, c'était la CFDT. Donc ce sera aussi intéressant de voir dans quel état d'esprit va se positionner la CFDT lors de l'ouverture de cette prochaine conférence. Qui était prêt à acheter, elle, la réforme à 64 ans à l'issue du conclave, qui était le seul syndicat à dire allez, allons-y pour 64 ans à terme, ce qui n'était pas le cas du Parti Socialiste, ce qui n'était pas le cas des autres syndicats d'ailleurs, entre parenthèses. Vous avez prononcé le nom d'Emmanuel Macron il y a quelques instants, Jackie. On faisait la remarque.
Oui, on en a pas parlé. Sébastien Lecornu n'a pas prononcé le nom, a bien pris soin de ne pas prononcer le nom d'Emmanuel Macron. Et nous-mêmes d'ailleurs, c'est très fort, parce que nous non plus, depuis 15 heures, nous sommes ici, nous n'avons pas prononcé le nom d'Emmanuel Macron. En même temps, c'est un peu normal, parce que finalement, il n'a pas d'horizon. Enfin, je pense que son horizon, c'est peut-être 2032, en tout cas, c'est pas 2027, c'est pas possible. Donc là, le sortant en 2027, on voit pas trop où il est. Mais je pense qu'on prend le problème à l'envers, parce que finalement, on a l'impression qu'on cherche de la crédibilité, mais la crédibilité est fondée sur de la confiance. La confiance, elle se gagne en gouttes, mais elle se perd en litres. Donc là, on peut voir comment la situation va évoluer. Les électeurs ont besoin d'être assurés par des résultats. Il suffit pas de dire il y a qu'à Faucon. Il y a un programme. Bien évidemment, ce sont des intentions, mais les intentions doivent être suivies d'actions. Appeler au compromis. On a fait la démonstration qu'on n'était pas capable d'obtenir un compromis. Donc il y a une perte de crédibilité sur ce plan-là. Enfin, on a des conflits d'intérêts. On veut le compromis entre des individus qui, de toute façon, sont en conflit d'intérêts. C'est comme dans une entreprise. On sait bien qu'il y a des stakeholders, des parties prenantes. Elles ont forcément des intérêts divergents. Donc, on arrive à concilier ça que par la conviction que tous ceux qui sont dans l'entreprise, alors excepté la concurrence, qui est un stakeholder particulier, mais qui est quand même à prendre en compte dans la réflexion globale, ont tous en tête la pérennité. Il faut que ça dure. Donc là, c'est la même chose pour le pays. On devrait considérer que l'objectif de tous les Français, c'est que ça continue. L'objectif des personnes qui disent aujourd'hui travailler 2 ans de plus. Alors je laisse de côté les métiers pénibles. Il faudrait considérer que travailler 2 ans de plus, si c'est pour participer à rétablir un système et le financement du système de retraite et penser aux générations futures, parce que là, on n'entend pas parler des générations futures. On considère que il y a plein de choses à faire, mais ce sont des réformes structurelles. C'est pas à 18 mois d'une échéance électorale qu'on va pouvoir mettre en place, avoir des résultats sur des réformes structurelles. Mais vous n'avez jamais eu le courage de prendre avant. Vous posez des jalons, c'est pas mal ce qu'a fait Lecornu de ce point de vue-là. Mais oui, c'est peut-être pas lui qui les défendra. Et de toute façon, tout ce qu'il envisage maintenant, moi, ce que je vois arriver, c'est beaucoup moins d'économies, beaucoup plus de dépenses, parce que là, il me semble que les vannes sont ouvertes. On peut pas ne donner des pistes comme ça et dire le débat est ouvert, on fait l'ouverture, le débat est possible. À la fin, vous voterez, ou alors peut-être les ordonnances au bout du compte, parce que rien n'assure que... je sais pas, mais... On peut laisser traîner pour aller aux ordonnances sur la fin de l'année. Gagner du temps pour essayer au final, de récupérer un petit peu ce qu'on a trop lâché. On entre dans une séquence assez haute en couleur, justement. 16h43, on voulait regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Hein. Vous avez vu que le CAC 40, Erwan Maurice nous disait tout à l'heure, a réduit ses pertes. Oui, on ne perd plus que 0,1% désormais sur le CAC 40. Et alors, on a une petite détente un peu passagère du côté du taux à 10 ans qu'on regarde, qu'on surveille comme le lait sur le feu. On va en parler avec John Plassard qui est avec nous en visio. Merci John d'être avec nous. Bonjour. Associé responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion. Comment est-ce que vous regardez là ce qui se joue sur les marchés? Voilà, une bourse de Paris qui réduit ses pertes et puis on a vu une petite détente là comme ça épisodique du 10 ans français. Est-ce que le fait paradoxalement que le gouvernement cède provisoirement sur la réforme des retraites, est-ce que ça serait de nature à rassurer les marchés? Ça serait un peu contre-intuitif, John, si c'était ça quand même, hein? Oui, mais vous savez, sur le court terme, les investisseurs voient qu'il y a le risque de crise politique immédiate qui s'éloigne, mais ils ne sont pas aveugles non plus. On voit que le report des réformes structurelles va impacter évidemment la dette publique qui va continuer de monter. Alors, si on regarde d'un point de vue économique, ce qui est important de noter, c'est qu'à court terme, on pourrait même avoir un léger, alors il faut faire attention avec ces termes, hein, mais un léger rebond dû à la consommation, puisqu'elle pourrait bénéficier d'un climat social qui est apaisé, en tout cas sur le court terme. Mais évidemment, le report des économies structurelles va peser, et vous en avez assez parlé avant, sur les finances publiques et puis évidemment sur la trajectoire de la dette dès 2028. Alors, évidemment, ce qui va se passer, c'est que dans les prochaines semaines, et là je parle au niveau des marchés financiers et de l'économie, on va avoir une crédibilité, une nouvelle perte de crédibilité sur la question budgétaire. C'est un signal négatif aux marchés financiers sur la capacité du gouvernement actuel, quel qu'il soit et que sera celui de demain, de maintenir un cap sur les réformes structurelles. Donc évidemment, on va à nouveau, à tort, il faut le rappeler, on va à nouveau faire une comparaison entre l'Italie et la France. Vous savez, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, de nombreux médias l'ont fait à tort, mais ça va continuer. Et évidemment, ce qui est important et ce qui nous sort du débat d'une réforme structurelle, d'autre chose
que simplement la question des réformes des retraites, c'est l'enjeu central de la présidentielle 2027 et pas comment rétablir, par exemple, la productivité qui manque ou d'autres problèmes structurels pour pouvoir faire repartir la croissance en France. Donc, je résume, sur le court terme, c'est un soulagement, mais de très peu de temps. Et sur la deuxième partie, eh bien, la volatilité va arriver. Et je ne suis pas sûr, bien au contraire, que Moody's, c'est l'agence qui se réunit le 24 octobre, va saluer le fait qu'on ait reporté la réforme sur les retraites. C'est vrai, parce qu'on aura Moody's, il faut le rappeler, John, Moody's fin octobre, c'est dans une dizaine de jours à peu près, et puis Standard & Poor's fin novembre aussi, peut-être encore plus attendu Standard & Poor's pour le coup. Oui, tout à fait. Et puis on a vu que sur le court terme, ça n'avait pas réellement d'effet, mais sur le long terme, on emprunte un peu plus cher, les entreprises, l'État, le remboursement des intérêts de la dette, c'est ça qui est important, pas de la dette, mais des intérêts de la dette. Donc évidemment, tout ça, c'est un problème. Donc c'est un peu je vois moi d'un côté économiste, un peu de la poudre aux yeux qu'on a aujourd'hui sur ce rebond du CAC 40 qui termine sans aucune tendance alors qu'il perdait plus d'1% ce matin. Peut-être parce qu'à chaque jour suffit sa peine, même chaque heure si ça se trouve. Merci en tout cas John, merci d'avoir été avec nous quelques instants cet après-midi. John Plassard, associé responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion. Ça va être épouvantable. Et sur les taux d'intérêt, il y a l'immobilier aussi qui sera concerné. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. L'immobilier, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Oui. Ça a des conséquences sur l'économie réelle. La volatilité va être énorme. Bien résumé. Oui. Et ils ont acheté les discussions du budget. Il y a des petites oscillations qui se font de court terme. Parce qu'on voit que le gouvernement va sans doute tenir quelques jours, mais petit à petit, le tonneau des Danaïdes continue de se remplir et il faudra rembourser. Les taux augmentent encore une fois petit à petit et tout cet argent dont on a besoin pour assurer les transitions, parce que ce qui était intéressant dans le discours rapide de M. Lecornu, c'est cette espèce de première étape où dans son discours de la méthode, parce qu'il a proposé une vraie méthode, et Mathieu le disait, de proposer, débattre et voter, remettant le Parlement au centre du jeu. Il a, comme on le fait un peu avec les partenaires sociaux, il a proposé un espèce d'accord de méthode, et au départ, il a quand même rappelé qu'on était en crise, que ces crises, elles avaient des racines multiples, et les nombreuses racines, elles ont produit énormément de dettes. Et voilà, en fait, moi, je pense que vu des marchés, tout dépendra si le gouvernement Lecornu tient. Tout dépendra ce sera hyper intéressant à suivre, de la capacité des parlementaires à se saisir du nouveau pouvoir qui leur est conféré. Parce que c'est ça finalement, c'est un pacte qui leur propose. Et quand il dit la loi, elle se fera pas à Bercy, elle se fera ici dans l'hémicycle, il faut peut-être le prendre en mot. Il faut regarder aussi ce qu'ont fait parfois nos voisins. Il y a un truc qui s'appelle le gerigonce. Le gerigonce. J'ai appris ça la semaine dernière. C'est un mot portugais qui veut dire machine bancale. En fait, c'est les Portugais qui, de manière un peu humoristique, ont inventé ce mot en 2015 pour désigner un truc qu'on bricole, qui est rafistolé, mais qui fonctionne quand même. Et ça, c'était pour désigner le contrat parlementaire qu'ils ont inventé en 2015. Ils ressortaient à ce moment-là, les Portugais, mais totalement essorés de la crise financière, de la crise des dettes et de la Troïka qui leur ont demandé des efforts colossaux. Et à ce moment-là, le Premier ministre Antonio Costa a dit « Ok, moi je vous propose un contrat parlementaire, il n'y a aucune opposition qui rentre dans mon gouvernement. En revanche, je vous laisse la main et vous vous débrouillez entre vous pour dégager des consensus et on va essayer de sortir quelque chose qui marche, même si c'est un peu bancal. » Et ben, ce truc rafistolé, ça a permis de tenir pendant plus de 10 ans à faire voter des budgets au Portugal, qui aujourd'hui a même voté un budget, je crois, excédentaire. C'est ce qu'on a appelé le miracle portugais. Le miracle portugais, vous voyez. Donc en fait, parce que c'est vrai qu'on a une telle habitude peut-être dans l'histoire parlementaire récente de dire que finalement, c'est pas les parlementaires qui ont le dernier mot. Et si l'histoire changeait Et qui vaut au Portugal d'emprunter, alors entre autres pays du sud de l'Europe, moins cher que la France à 10 ans, mais pour autant d'être moins bien noté par les agences de notation de la France. Comment vous réagissez à tous ces bruits qu'on entend de la part de nos confrères que vous interrogez tous les vendredis, Mathieu, les experts sans frontières, et qui disent on ne comprend pas, vu de l'étranger, pourquoi les Français ne sont pas capables, eux, de faire les efforts que nous avons fait chez nous, que ce soit en Italie, en Espagne,
en Grèce, au Portugal, en Irlande, tous ces pays qu'on a appelés les PIGS finalement. Voilà, il y a cette... cher Guillaume, je vous fais remarquer qu'à partir de 2015, les socialistes portugais ont eu un rôle important dans le schéma que vous dites. Et nombre de mesures qu'ils ont proposées ont été adoptées et ont relancé l'économie portugaise, ce qui a contribué à accroître les recettes fiscales induites et à réduire les déficits et la dette. C'est ça, il y a eu une culture du compromis, quoi, un peu comme la GroKo en Allemagne. Si nous pouvons être de cette utilité-là... non mais est-ce que dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut s'approcher de cette esquisse de début de culture du compromis finalement avec est-ce que ce qui a été annoncé aujourd'hui par Sébastien Lecornu, la main qu'il vous tend peut être le début de quelque chose? C'est ce que nous proposions lorsque Olivier Faure avait expliqué que la majorité relative sortant des dernières législatives, c'était la gauche, et que c'était la gauche qui devait gouverner, et que dans ce cadre-là, nous rechercherions au Parlement des majorités par projet. Oui. Et donc, c'est exactement ce schéma que nous allons honorer si le débat se fait au Parlement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas dans l'opposition. Ça ne veut pas dire que nous soutenons le gouvernement. Ça veut dire que texte par texte, les parlementaires se prononceront et nous sommes clairement dans l'opposition par rapport au schéma qui a été annoncé par le Premier ministre tout à l'heure, s'agissant du canevas budgétaire. Donc il y aura un débat parlementaire, on apportera notre pierre de façon tout à fait responsable dans une trajectoire budgétaire à 5%, et j'espère que nous réussirons comme les Portugais l'ont fait. Est-ce qu'à l'aune de cette épreuve, vous dites, Jackie, la France peut commencer elle aussi à faire l'apprentissage de la culture du compromis? Pas du tout dans la situation politique. On est à 18 mois de 2027. Ce qui est intéressant dans ce que dit Mathieu Jolivet, c'est finalement une portugisation de la théorie des jeux de Nash. Enfin, je veux dire, là, ils étaient tous perdants au bout d'un moment. Donc, quand on est tous perdants, on retrouve des règles, alors qu'ils ont qualifié de bancales avec ce terme, mais c'était ni plus ni moins que la reproduction de la théorie des jeux de Nash. On n'est pas du tout là. Je veux dire, les enjeux de LFI et du Rassemblement national ne sont pas ceux-là aujourd'hui, avec la situation de leader de chacun des mouvements qui jouent leur calendrier. On connaît la situation. Si on s'en tient, à ce qu'on appelle l'arc républicain. Pour que ça, non, il faut pas tomber dans ce piège-là. Je veux dire, le RN et LFI. C'est plus de 280 parlementaires. Donc ils font partie des forces politiques qui décident de destituer ou de mettre quelqu'un au pouvoir. Donc on est obligé de les intégrer. Donc cette situation-là, elle n'est pas du tout là. Pour y arriver, il faudrait faire ce que maladroitement M. Lombard a confessé en regrettant de l'avoir fait sur une autre antenne. C'est lorsque les forces des costumes gris viendront ausculter nos comptes et nous diront, comme des mandataires de justice, ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et quand les institutions internationales prennent la main, eh bien après, les parlementaires ont tous un intérêt, c'est de retrouver la souveraineté du Portugal, et c'est ce qu'ils ont fait. On n'est pas du tout là. Chacun a son agenda quand même. Véronique, donc l'art du compromis, on n'y est pas. Je vous pose la question. Je n'y crois pas parce que vous n'y croyez pas non plus. Tout le monde a parlé d'intérêt général, mais chacun voit l'intérêt général à sa porte. Chacun est d'accord pour faire des efforts à condition qu'il soit principalement sur le voisin. On parle des freeriders, de ceux qui opportunément laissent les autres prendre des efforts. Là, il y a aussi des freeriders parce que finalement, vous nous dites, on veut bien discuter, mais on veut pas assumer. Donc, on veut pas assumer et être responsable d'un bilan auquel on aura participé, pour lequel on va participer à accroître encore la dépense. Et je vois à terme, peut-être la question se posera, peut-être pourquoi pas, de la proportionnelle aussi, parce on part là-dedans, on va partir vers ça va donner des gains, enfin du grain à moudre à ceux qui voudront la proportionnelle. On n'en parle plus, mais parce qu'on est en plein dedans. Pas si loin, quoi. Non, mais pour rebondir encore une fois, vous avez bien vu, Bardella est à 35%. Jean-Luc Mélenchon s'excite sur tous les journalistes qu'il rencontre parce qu'on lui dit, les sondages disent que personne ne veut de toi. Raphaël Glucksmann qui est en train de prendre le leadership sur une gauche qu'il n'a pas organisée, et la droite qui vient à nouveau de s'attacher les deux lacets de ses chaussures et qui ne sait pas où est-ce qu'elle va partir. Est-ce qu'elle retrouvera son autonomie et son lustre d'antan, ou est-ce qu'elle sera contrainte à passer les alliances? Donc vous voulez... La présidentielle, toujours. Moi, j'entends. La présidentielle qui rend fou. C'est la présidentielle qui rend fou, toujours et encore. Moi, j'entends autour de cette table tout le monde qui finalement ne croit pas à un virage culturel du compromis. Je fais juste un petit rappel pour rebondir sur ce que disait un peu en préambule Sébastien Lecornu dans son discours de politique générale, mais je pense qu'il faut aussi l'écouter, le prendre au mot à ce moment-là. C'est sur l'environnement international dans lequel on traverse, nous, notre crise politique aiguë. Je vous donne juste 2-3 éléments
éléments comme ça en vrac, mais qui sont absolument dingues. Aujourd'hui, vous avez 60% de la croissance mondiale qui se fait où? Qui se fait dans la zone Indo-Pacifique. Oui. Aujourd'hui, la France, elle ne pèse que 3% du PIB mondial. C'était 5% dans les années 90. Vous avez 4 fois plus de conflits armés dans le monde qui ont été recensés qu'il y a 30 ans. Il y en a plus de 120 qui ont été recensés aujourd'hui. C'était 30 en 1995. Ça, c'est le chef d'état-major des armées qui le rappelait, l'ancien chef d'état-major des armées qui le rappelait en juillet dernier. Et au moment où on s'englue dans cette crise politique, même si là, on va peut-être sortir du tunnel, vous avez notre voisin allemand qui, lui, va investir 120 milliards par an jusqu'en 2029. Voilà l'environnement international dans lequel on est. C'est sur cette note souriante que s'achève cette émission spéciale de 15h à 17h sur BFM Business. On va déjà essayer de passer le cap de jeudi, ce qui sera une bonne chose pour ensuite se projeter sur le débat budgétaire. Ça passera jeudi si les socialistes, évidemment, font bloc, évidemment, pour empêcher les motions de censure. On saura quand pour le Parti socialiste déjà s'il dépose une motion ou non. Le silence vaut acceptation. Le président de groupe, là, normalement, ils ont délibéré. Alors, Olivier Faure va s'exprimer. Le président de groupe, c'est Boris Vallaud. Le silence vaut acceptation, on va dire ça. Merci en tout cas, merci d'être venus, messieurs, dames. Merci infiniment. Mathieu Jolivet, Jatiki Isabello, Limonoc et Véronique Jérôme. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toutes et à tous. Le débrief continue avec Edwige Chevrillon dans un instant jusqu'à 10h.